Bonjour, eh bien, je suis super content. Donc, Kevin Boissier, je suis heureux de te recevoir donc, sur Ville Intelligente Mag, les rendez-vous de l'innovation. Alors, on se croise souvent, hein, puisque comme Ville Intelligente Mag, tu es partenaire de l'organisation My Global Village, hein. On a travaillé déjà ensemble sur Hannover Messe ou sur les Tech Days. Et donc, il y a un sujet sur lequel tu portes, puisque tu es un expert pour moi de l'obsolescence électronique, puisque tu es même du reste le vice-président de l'Institut français de l'obsolescence. Et c'est un sujet sur lequel il me semble important d'apporter un éclaircissement. Alors, Kevin, en ce monde un peu de consommation intensive qu'il faut réduire, dans cet excès de technologie qu'il faut maîtriser dans la durabilité, alors c'est quoi le rôle de Kevin Boissier sur cette mission d'évangéliste dans l'obsolescence et dans l'industrie du futur? Alors déjà, merci de me recevoir aujourd'hui. Effectivement, l'évangélisation est assez importante en termes d'industrie parce qu'il y a beaucoup de fausses idées, en tout cas d'a priori sur le sujet et sur l'industrie au global technologique. Alors le sujet de l'obsolescence, pas seulement électronique, hein, c'est un sujet qui est effectivement beaucoup plus large que ça. On a l'obsolescence des connaissances qui est extrêmement important parce qu'il va dans les deux sens, notamment avec les principes de mentoring, etc. L'obsolescence technologique qu'on connaît un petit peu tous, l'obsolescence logicielle, l'obsolescence sociale, l'obsolescence psychologique, ce qui fait que ça fait un éventail de choses dans lequel on a tendance un petit peu à se perdre. Et effectivement, j'estime que c'est assez important pour moi d'intégrer ça dans ma fonction donc de coordinateur industrie au sein du village francophone pour pouvoir fédérer autour de nouveaux concepts industriels, en tout cas de nouvelles chaînes de valeur industrielle, donc pour lequel Marc-Lionel Gâteau m'a donné la mission d'essayer de construire l'avenir industriel de demain, d'après-demain. On verra jusqu'où on arrive à aller. En collaborant, donc vraiment en collaborant avec les investisseurs, les chercheurs de technologie, mais aussi les startups, et en fédérant donc du coup ces technologies autour de quelque chose qui serait intéressant globalement, aussi bien dans la pérennité industrielle que dans l'intérêt économique pour nos territoires. D'accord. Alors là, on parle bien d'un nouveau mode de consommation, un mode vertueux, puisque aujourd'hui, on a un engagement fort. On a bien vu avec cette pandémie une accélération forte de la consommation du numérique, tout en étant relativement prudent dans sa démarche. Donc, on parle bien du consommateur. Ce consommateur, il veut connaître l'origine, il veut avoir le suivi de ses produits, il veut savoir un petit peu où sont ses données. On vient de parler très récemment de nouveaux modèles Internet. Alors, c'est quoi cette obsolescence et cette résilience dans l'action? Je l'ai dit, dans le savoir-faire, dans la production. Comment l'association intervient-elle? Alors, l'association vient en interface entre les sociétés, les États, pour aller de manière très large lorsqu'on est avec le Québec, le Luxembourg, etc. Mais c'est plutôt les régions, puisqu'on essaye quand même d'avoir différentes mailles. On va aller chercher les technologies qui nous manquent à partir des philosophies que j'aurais déterminées et qui auront été validées donc par les investisseurs ou par les offreurs de solutions. L'objectif pour moi, c'est quand même d'avoir un triptyque donc autour de l'obsolescence et de la résilience, qui est l'autorité publique. Donc c'est pour ça on fait impliquer des politiques dans nos décisions, les fabricants, puisque bien évidemment, si on parle d'obsolescence, de résilience, ça ne peut pas aller sans les chaînes de fabrication, mais surtout l'utilisateur. Puisque aujourd'hui, ce qui va pousser une innovation plutôt qu'une autre, ça va être ce qu'on appelle la désirabilité de la solution. Après, sur cette désirabilité, il faut que nous, on arrive avec deux autres grands piliers qui sont se tourner vers la faisabilité en termes de business et surtout, il ne faut pas non plus l'oublier, la viabilité de la solution, tant d'un point de vue ressources que d'un point de vue économique, parce que sinon, on peut tout fabriquer, on peut être le plus propre que l'on souhaite. Si derrière, on arrive avec des prix qui ne sont pas les prix du marché, il va être extrêmement difficile, sauf dans des marchés de niche ou avec des philosophies très sectaires, si je peux dire, de réussir à vendre sa solution et d'être profitable. Donc, on ne peut pas parler d'obsolescence sans profitabilité, puisque pas de profitabilité, arrêt de la solution, arrêt de la fabrication, puisque banqueroute. Automatiquement, c'est extrêmement important d'avoir cette problématique, en tout cas cet état d'esprit. Alors, il y a vraiment deux idées fortes dans ce que tu viens de nous dire. Désirabilité,
La problématique, c'est de se poser la bonne question, savoir d'avoir la dernière version de la dernière version de la dernière version. Est-ce que j'en ai l'utilité? Est-ce que j'ai une vraie valeur ajoutée? Et le deuxième point, c'est le côté économique. Je pense que c'est aussi une responsabilité sociétale de se dire, eh bien, je sais que je peux avoir un produit moins cher, mais ce produit moins cher, quand on le décortique, hein, alors je prends toujours comme exemple, et volontairement cet exemple, Wish, qui est la plateforme, quand on commencera à mettre de l'indice carbone sur le coût d'un produit à 2,50 € qui va durer 3 jours, est-ce qu'on n'aurait pas une revalorisation de ce savoir-faire français? Aujourd'hui, en France, on est capable de produire. Alors, bien sûr, moi, je suis dans le secteur de l'électronique, donc, mais je travaille avec des constructeurs IoT électroniques, mais nos clients commencent à avoir cette culture de vouloir acheter un peu plus cher parce qu'ils ont le service. Ils ont la garantie. Prenons l'IoT domestique, hein, tout ça, c'est sur des clouds. Nos données, on ne sait pas où elles sont. Donc, c'est comme un vrai problème. On travaille avec un produit coréen, avec un data center géré peut-être aux États-Unis, en Californie, et avec un logiciel qui vient de Serbie ou de Croatie. Donc, la problématique, c'est que rester français est soumis à des obligations de sécurité sanitaire et qui nous garantissent. Est-ce que tu penses que cette culture, aujourd'hui, est entrée au niveau du consommateur? Et je dis bien acteur. Est-ce que tu penses qu'on est prêt à payer un peu plus pour avoir un produit dont on a l'historique? C'est une très bonne question, mais là, on va partir sur une autre sensibilité qui sont plutôt les pyramides de Maslow, avec Ouais. les logiques, voilà, les logiques de ressources et à quel niveau dans la pyramide, en quelque sorte, on se place et à quel niveau aujourd'hui se trouve le marché. C'est-à-dire on peut difficilement expliquer quelqu'un qui a du mal à finir les mois, qui voit de la publicité tous les jours, qu'il n'aura pas accès à telle ou telle technologie parce que nous, on a décidé d'en mettre une plus vertueuse, plus chère. C'est un peu la limite aujourd'hui du libre-échange et de ce marché ouvert, extrêmement accessible à travers les plateformes. Et c'est là-dessus que court tout type de plateforme, Amazon, AliExpress, Wish, etc. Il ne faut pas qu'on se mette des œillères là-dessus. C'est aussi pour ça que les magasins, etc., essayent de se battre par rapport à ces marketplaces, couvrent un marché énorme. L'empreinte carbone, oui, c'est extrêmement intéressant, mais il ne faut pas seulement voir le transport. Pour moi, il faut aller plus loin que ça. C'est-à-dire qu'il faut aller voir aussi les filières de revalorisation. La grande force que moi je vois dans nos pays, c'est nos idées. On va être honnête, on ne s'arrête pas simplement à vouloir fabriquer pour fabriquer. On va souvent beaucoup plus loin et on a un petit peu cette atmosphère vertueuse. On va nous pousser à faire du plus propre. C'est bien d'avoir en quelque sorte tous ces pans politiques de droite, de gauche, etc., qui viennent se battre parce que ça nous confronte à des problématiques qui nous obligent à faire face à ces problématiques, ce qui n'est pas forcément le cas lorsqu'on est juste poussé à produire, 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 parce qu'on estime que produire, c'est la santé du pays. Oui, moi, je suis un fervent défenseur de dire que sans industrie, pas de pays, parce que c'est l'industrie qui génère le plus de valeur ajoutée. C'est-à-dire que quand on met quelqu'un derrière une machine, on lui apporte un salaire parce qu'il a fait une transformation qui lui apporte son salaire. Donc, on a besoin de faire, mais pas faire n'importe comment. Et effectivement, c'est la force. Moi, vraiment, mon sentiment, c'est qu'on ne va pas réussir à se battre sur la très, très grosse série, sur les pièces qui sont très Oui. standardisées. Si on n'a pas des outils ultra automatisés, en plus, des fois, on n'a même pas accès à la ressource minière ou choses comme ça. Donc, bon, faut un peu se regarder en face et là se dire bon, ça va être compliqué. Par contre, je vois bien une segmentation de l'industrie, c'est-à-dire que continuer à acheter ces matières premières, si je peux dire, ou en tout cas extrêmement simples, c'est-à-dire vraiment les fonctions principales, si je peux dire, à travers le monde. Ensuite, apporter une petite valeur ajoutée de fonctions secondaires, d'un peu de tuning grande masse plus près, et vraiment aller sur des mailles de customisation au plus près du client, plus près du marché. Ça nous permettrait d'avoir quelque chose de beaucoup plus vertueux, de beaucoup plus dynamique et de beaucoup plus modulaire. C'est-à-dire que, bon, après, je ne sais pas si c'est la vision de demain pour tout le monde, mais en tout cas, c'est la mienne, de me dire que si on arrive vraiment à une industrie dite modulaire, c'est-à-dire qui est un peu capable, en venant patcher des choses, de customiser ses lignes de fabrication, de customiser ses produits, on va réussir à avoir quelque chose de beaucoup plus malléable, mais en tout cas avec des cycles de vie beaucoup plus longs.
et on va pouvoir intégrer toute la logique éco-responsable de réutilisation de matière, de re-remplissage, de réparation, de rénovation. Il y a beaucoup, beaucoup de principes aujourd'hui d'éco-design, mais ça va partir effectivement d'un cerveau habile qui aura été sensibilisé à toute cette chaîne de fabrication et tout ce découpage de la fabrication. C'est-à-dire qu'on peut continuer à aller acheter des choses à travers le monde assez loin. Par contre, il faut absolument que nous, si on s'estime être concepteur, qu'on aille apporter cette conception un peu plus vertueuse. Et effectivement, là, on se tourne vraiment vers l'axe de l'innovation. D'où l'importance aussi du maintien et de la sécurisation de nos cerveaux et de pouvoir les garder en production française. Kevin, je te remercie beaucoup. C'est un moment toujours très court, mais on essaye d'être dans un esprit de synthèse et j'aurai le plaisir de te retrouver pour des sujets peut-être plus en détail ou plus en profondeur. En tout cas, merci beaucoup de ta participation et à très bientôt. Merci beaucoup, avec plaisir.